Bienvenue chez nous pour un épisode spécial pour le temps des fêtes. Ouh. Tous ceux qui vivent au Québec doivent connaître la tradition annuelle de Télé-Québec de présenter Ciné-Cadeau. Eh bien, pour ce temps des fêtes, j'ai décidé de faire un spécial Ciné-Cadeau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire certainement le public européen, Ciné-Cadeau, c'est à tous les ans la chaîne de télévision Télé-Québec qui diffuse des films pour s'adresser à toute la famille, principalement aux enfants, spécialement pour le temps des fêtes. C'est une programmation qui est principalement composée de longs métrages animés, et il peut y avoir aussi des courts-métrages animés qui complètent le temps quand le long métrage n'est pas suffisamment long pour couvrir la période de ciné-cadeau. Il peut y avoir des courts-métrages après. Du moins, c'était comme ça à l'époque, dans les années 80-90, quand j'étais enfant. C'est un peu différent maintenant, peut-être. Ça fait quelques années que je n'ai pas vu ciné-cadeau. Ce qui constitue sans doute la plus grande tradition des films présentés à ciné-cadeau, ce sont les films d'Astérix. Ce qui me permet de parler des films d'Astérix que même les Européens doivent connaître. J'espère. Le premier film animé d'Astérix, c'est Astérix le Gaulois, sorti en 1967, réalisé par Ray Goossens. Le film est une adaptation extrêmement fidèle de l'album du même nom, peut-être même trop fidèle. Déjà, l'album en tant que tel, c'est loin d'être le meilleur album de la série. Les auteurs entamaient leur sujet à ce moment-là. Et donc l'idée... Le graphisme d'Uderzo était pas encore au point, le scénario de Goscinny était certainement pas au point. C'est un album assez anecdotique et pas tellement drôle. C'est pas un très bon choix, mais en plus, on reste fidèle au graphisme des débuts d'Uderzo sur la série, qui correspond pas vraiment à ce que la série est devenue par après. Aussi à la façon dont les personnages sont. Obélix est totalement anecdotique dans l'album, comme dans le film. En plus de ça, c'est un film qui a assez peu de budget. En fait, à l'origine, ça devait être un téléfilm. Le projet était de faire une série de téléfilms, mais les auteurs de la bande dessinée qui n'avaient pas été mis au courant du projet et qui l'ont su en voyant le film ont été tellement catastrophés qu'ils ont décidé « Ok, ça sera pas une série, ça va être juste celui-là. » L'autre qui était le suivant, le film suivant qui était en production, laissez faire, abandonnez-le, c'est atroce. Donc l'animation est d'assez basse qualité. Aussi, le film a un sérieux problème de rythme. C'est probablement le moins... En fait, c'est le moins long de tous les films d'Astérix, je crois. Et ça n'empêche pas de traîner en longueur. Un album ne fait pas nécessairement la durée d'un film. Normalement, pour faire un film, il faudrait peut-être 2 albums ou bien modifier le scénario, ajouter des éléments pour que ça soit assez long pour raconter un film. Et là, c'est juste... Il n'y a pas d'éléments ajoutés, c'est juste que le rythme est très lent, ce qui marche très mal dans une comédie. Par contre, il y a quand même des qualités. La composition musicale, je me souviens malheureusement pas le nom du compositeur, mais les musiques sont très bonnes et le casting des voix est parfait. Astérix a une voix parfaite qui va lui coller pendant très longtemps. Donc, c'est vraiment pas le meilleur film d'Astérix. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 sur 5 à une œuvre particulièrement réussie, un qui se démarque, un 3
à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre qui est moyenne, un 1 à une œuvre qui est mauvaise, et un 0 à une nullité absolue. Tel qu'un film pornographique qui met en scène des acteurs et des actrices très moches et... je regarde pas vraiment de films pornographiques, c'est juste le premier exemple qui m'est venu en tête. Donc, pour Astérix le Gaulois, je donnerais une note de 2 sur 5. C'est très moyen. En 1968, très rapidement après, sort Astérix et Cléopâtre, cette fois-ci supervisé directement par René Goscinny et Albert Uderzo, les auteurs de la bande dessinée. Cette fois-ci, on décide de choisir un album qui est parfait pour faire quelque chose de cinématographique. Un album qui est très réussi d'ailleurs. Très drôle. Probablement un des meilleurs. Et on fait revenir la même équipe qui réussit à nous offrir une belle performance vocale, une belle musique. En plus, ils ont eu la brillante idée de mélanger les deux avec des numéros chantés très réussis qui permet justement de rallonger la durée du film sans que ça soit étiré. Aussi, l'animation est toujours d'assez basse qualité, d'assez petit budget, mais ils s'en sortent un peu mieux, ils sont un peu plus imaginatifs visuellement, et ils ont probablement eu un petit peu plus de budget. Donc, Astérix et Cléopâtre s'en sort beaucoup mieux, et je lui donnerais un 4 sur 5. Et puis, des années plus tard, René Goscinny, qui a envie de faire de l'animation, va fonder son propre studio d'animation, Idéfix Productions, qui va donc sortir en 1976 le film Les 12 travaux d'Astérix, réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo. Cette fois-ci, c'est une histoire originale. Chose très différente de tous les autres films et de tous les albums de la bande dessinée, Astérix, c'est un ensemble, c'est en quelque sorte un film à sketch. C'est 12 travaux, qui sont 12 sketchs en quelque sorte, où Astérix et Obélix sont choisis pour représenter le village et faire faire des travaux comme les travaux d'Hercule, des épreuves qui démontrent qu'ils peuvent être des dieux ou des demi-dieux. Évidemment, comme le veut la nature, il y a certains moments qui sont très drôles, d'autres qui le sont moins. Mais c'est un film qui se démarque vraiment, qui est d'une qualité technique clairement supérieure au précédent, même si c'est pas non plus une méga production. C'est vraiment très réussi, il y a certains gags très drôles, la maison qui rend fou est légendaire, et j'ai beaucoup aimé l'île des plaisirs aussi. Et voilà, c'est vraiment un très bon film. Pour les 12 travaux, je donnerais donc une note de 4 sur 5, c'est vraiment excellent. Le studio Idéfix va éventuellement fermer ses portes après le décès de René Goscinny, et des années plus tard, on aura de nouveau un film d'Astérix, cette fois-ci produit chez Gaumont, en 1985, avec Astérix et la surprise de César, réalisé par Gaëtan et Paul Brizy. Ce film est adapté de 2 albums différents, Astérix Légionnaire et Astérix Gladiateur, avec une scène qui provient d'Astérix et les Jeux Olympiques. Donc, c'est un patchwork de plusieurs albums, ce qui pourrait faire hérisser les poils des puristes. Et en général, le film le plus apprécié, ça reste Les 12 travaux. Mais personnellement, je trouve que c'est aussi bon que Les 12 travaux. Je lui donnerais donc une note de 4 sur 5 aussi. C'est vraiment drôle. Ils ont choisi de très bons albums. Astérix Légionnaire est un des meilleurs albums de la série et c'est le principal sujet du film. Astérix les Gladiateurs ajoute à l'intrigue, mais c'est plus pour ajouter. Ça marche très bien, ça marche correctement. Et surtout, l'animation est de très très haute qualité. Cette fois-ci, c'est une méga production. Donc, on renouvelle avec Astérix chez les Bretons en 1986, réalisé par Pino van Lamsweerd. Je dois avouer que j'apprécie un peu moins Astérix chez les Bretons,
C'est encore une fois très bien animé, c'est un excellent choix d'album. Par contre, pour rallonger l'intrigue d'un seul album, ils ont insisté un peu plus sur les éléments dramatiques, ce qui est moyennement intéressant pour un film d'Astérix, mais c'est pas du tout mauvais. Ça reste très, 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 très bon. Ils ont les chapeaux ronds. Donc, Astérix chez les Bretons se mérite pour moi je dirais un 3 sur 5. Ça reste un excellent divertissement. Il y a eu ensuite Astérix et le coup du menhir en 1989, réalisé par Philippe Grimont. Donc, encore une fois, très bonne technique. On adopte à nouveau plusieurs albums, c'est-à-dire Le Devin et le Combat des chefs. Deux albums très bons, particulièrement Le Devin. Et on fait une très belle adaptation qui utilise bien le médium de l'animation. Dommage que l'édition DVD que j'ai sous la main soit d'une qualité assez médiocre, mais c'est un très bon film qui se mérite un 4 sur 5. C'est très drôle. En 1994 sort Astérix et les Indiens, réalisé par Gérard Hahn. Donc maintenant, c'est, je crois, l'Allemagne qui anime, ou en tout cas un pays plus... un autre pays d'Europe, un peu plus à l'est. Et l'animation est pas si mal. Encore une fois, il y a eu du budget. L'animation, le dessin animé marche très bien. Par contre, ils ont essayé d'intégrer un peu d'animation 3D qui est pas très bien réussi. Et surtout, une adaptation qui est pas du tout fidèle au, euh, à l'album dont c'est tiré, La Grande Traversée. Ils ont essayé de faire un peu dans le sentimental, un peu faut protéger les Indiens, tout ça, qui sont de bonne conscience, de bonne morale, mais qui n'a rien à voir avec le sujet de l'album, qui fait un film assez médiocre. Donc, je donnerais à Astérix et les Indiens une note de 2 sur 5. C'est très moyen. Et puis, en 2006, va sortir le dernier film en dessin animé d'Astérix, Astérix et les Vikings, réalisé par Stéphane Judmark et Jasper Moller, qui est réalisé par les Vikings eux-mêmes de, de ces pays-là. Donc, cette fois-ci, c'est quand même bien meilleur qu'Astérix et les Indiens. L'animation en dessin animé est très réussie. L'animation en 3D est mieux intégrée. Ça marche beaucoup mieux. Et c'est pas tout à fait fidèle à l'album, Astérix et les Normands. Mais c'est néanmoins très amusant. Bon, on reconnaît plus trop les voix. En dehors de l'Astérix, la plupart des personnages sont doublés clairement par totalement une autre équipe. Mais c'est quand même un film qui est vraiment très réussi. Un excellent divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Et en 2014, on sort maintenant des films en animation 3D, complètement en CGI et plus en dessin animé traditionnel, avec Astérix, le domaine des dieux, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Donc, c'est adapté d'un excellent album, Le Domaine des dieux, et on fait une adaptation qui est quand même très drôle. La technique est pas mal du tout, et c'est un excellent divertissement auquel je donnerais une note de 4 sur 5. On renouvelle avec la même équipe en 2018 avec Astérix, le secret de la potion magique, toujours réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Cette fois-ci, c'est une histoire originale, mais elle est loin d'être mauvaise, c'est très bien, et c'est donc aussi une grande réussite, un excellent divertissement.
Je donnerais un 3 sur... Un 3 ou un 4? Bah, non, un 3. Un 3 sur 5. Par contre, l'équipe les deux réalisateurs nous ont déjà dit qu'ils n'avaient pas l'intention d'en faire d'autres. Ils veulent pas se répéter, et c'est parfait comme ça. Par contre, Astérix, le secret de la potion magique, c'est le premier film animé où la voix d'Astérix est interprétée par un acteur différent. Par contre, ils ont très bien choisi leur acteur, puisque c'est l'acteur qui a joué le rôle d'Astérix dans certains des films en prise de vue réelle d'Astérix. Donc maintenant, je vais commencer à parler des films en prise de vue réelle d'Astérix. Oui, ça existe. Et ça coûte très cher à produire. Donc en 1999, il y a eu Astérix et Obélix contre César, réalisé par Claude Zidi, avec Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, et Roberto Benigni dans le rôle de Tullius Detritus. C'est une histoire originale. En fait, c'est pas très original. Ça ramasse plein d'idées dans plein d'albums à gauche à droite. Ça s'en sort pas si mal. Les effets sont très réussis, la cinématographie est réussie, le casting est très bon, c'est bien filmé. D'un point de vue technique, c'est parfait. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment drôle. En fait, le réalisateur a clairement décidé de plus insister sur le côté un peu fantaisiste, fantastique, extraordinaire de la chose plutôt que sur la comédie. Alors qu'avec toute la brochette d'acteurs qu'on avait, il y avait quoi faire quelque chose de très drôle. Par contre, Christian Clavier et Gérard Depardieu ont une excellente alchimie. Ils l'avaient déjà prouvé avec les Anges Gardiens, et ils le prouvent à nouveau. Ils sont parfaits ensemble. Roberto Benigni aussi, très, très bien. Et le reste du casting aussi est excellent. Je ne referai sûrement pas de reproches sur le choix de Laetitia Casta. Donc, c'est un film qui est pas mal du tout, mais qui est pas vraiment drôle. Donc, ça reste assez moyen, donc je lui donnerai une note de 3 sur 5. Donc, ensuite, en 2002, sort Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, avec, encore une fois, Christian Clavier dans le rôle d'Astérix, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, et Jamel Debbouze dans le rôle de numéro bis. J'ai probablement mal prononcé Jamel Debbouze. Bon. Donc, cette fois-ci, Alain Chabat a choisi un album qui avait déjà été adapté en dessin animé, mais c'est un album classique, avec un film animé classique, qui va donner un nouveau classique, car c'est vraiment une très, 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 très grande réussite. Non seulement c'est spectaculaire visuellement, non seulement le casting est encore excellent, mais en plus, c'est tellement drôle. Cette fois-ci, ils glissent plein de gags qu'ils ont pris dans leur propre répertoire culturel et qui marchent très bien avec le contenu de l'histoire originale. Ça fait un excellent, excellent film auquel je donnerais un 4 sur 5. En 2008, il y a eu Astérix aux Jeux Olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langman avec Clovis Cornillac dans le rôle d'Astérix, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, Benoît Poelvoorde dans le rôle de Marcus Junius, Alain Delon, qui est excellent en Jules César. Donc, même s'il y a certains acteurs qui sont très bien, comme Albert Delon, ou Alain Delon, ou bien Gérard Depardieu, c'est un film extrêmement mauvais. Bon, je veux pas critiquer le Québec, mais le choix d'un certain acteur québécois
Stéphane Rousseau, en fait, acteur humoriste, en tout cas, bon, dans son rôle, ne marche pas du tout. Son personnage est extrêmement mauvais, mal interprété, et l'accent québécois ne fit pas du tout avec le reste du film. Mais Alain Delon était assez drôle dans son rôle. Et il y a aussi la référence, j'ai plutôt apprécié une certaine référence que Obélix fait dans le film, mais ça n'empêche que c'est un film qui est pas drôle du tout, euh, qui fait très peu rire. J'aurais tendance à lui donner un 1 sur 5, c'est vraiment très très mauvais. Il y a eu ensuite Astérix et Obélix au service de Sa Majesté en 2012 de Laurent Tirard avec Édouard Baer dans le rôle d'Astérix et Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix. Bon, le précédent film nous avait sorti un Astérix qui avait aucune personnalité. Celui-ci a au moins un peu de personnalité, il s'en sort déjà mieux. Et il y a plusieurs gags qui m'ont fait rire. Les décors, il y a des gens qui reprochent que les décors ont l'air un peu cheap pour le budget du film, mais moi je trouvais les décors assez amusants, justement, ça marchait bien. Il y a quelques gags qui sont drôles, mais c'est un film assez moyen, auquel je donnerais un 2 sur 5. Ce qui m'amène à une autre tradition de ciné-cadeau, qui est tout de même un peu moindre que les films d'Astérix, et qui est totalement liée à Astérix, ce sont les films de Luc et Luc. Il y a toujours plein de films de Luc et Luc. Ben, plein. Il y a toujours habituellement un ou quelques films de Luc et Luc qui passent à ciné-cadeau, en tout cas la plupart du temps, dont le classique Luc et Luc, sorti en 1971. Film qui est connu aussi en tant que Daisy Town, le titre sur lequel il est sorti en vidéo, et aussi le titre de l'album adapté du film. C'est un film qui a été réalisé par Maurice et René Goscinny, les auteurs de la bande dessinée eux-mêmes. Et ma foi, c'est quand même un film très réussi. L'animation n'est pas extraordinaire, mais il y a des gags bien placés. Ils ont fait un très bon travail auquel je donnerais une note de 3 sur 5. C'est très bien. Ensuite, en 1978, au studio Idéfix, fondé par René Goscinny, il y a eu la balade des Dalton, réalisée par Maurice et Goscinny, encore. C'est aussi, comme Daisy Town, une histoire originale qui est vraiment très réussie. L'animation est correcte, le visuel est assez léché, il me semble. Et l'histoire est intéressante, et il y a des gags amusants. Donc, la balade des Dalton se mériterait probablement un 4 sur 5. Mais je me laisse peut-être influencer par mes souvenirs de jeunesse. Plus récemment, il y a eu Tous à l'Ouest en 2007, réalisé par Olivier Jean-Marie, qui est dans un style très différent, qui m'a fait penser un peu, en fait, à Huggy et les cafards. Euh, euh, L'animation est réussie techniquement, même si je suis pas fan du style. Et ça m'a pas tellement fait rire. J'ai vu la version doublée au Québec. Donc, c'est un film sympathique, mais ça n'a vraiment rien de transcendant. Je donnerais probablement un 2 sur 5. Ce qui m'amène à un autre classique de la bande dessinée francophone qui a été adapté en film à de multiples reprises, dont plusieurs de ces films ont été présentés à de nombreuses reprises dans le cadre de ciné-cadeau, même si ce n'est pas le cas de nécessairement tous les films animés basés sur cette licence. Donc, un film qui n'a jamais été adapté. Ah, j'ai oublié de préciser. Les films de Luc et Luc, je n'ai vu aucun des films en prise de vue réelle. Absolument aucun. Revenons à Tintin. Donc, un film qui n'a jamais été présenté à Ciné-Cadeau et que je n'ai jamais vu, c'est Le Crabe aux pinces d'or de Claude Misson, sorti en 1947. Apparemment,
Ce n'est pas un film animé, ça reprend simplement des dessins de l'album et il y a du son qui lit le texte et je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a eu une série de téléfilms, en fait, il y a une série de dessins animés que j'ai oublié de noter, de prendre en note, qui était une adaptation de plusieurs albums de Tintin, découpés en parties de quelques minutes, qui, réunis ensemble, pouvaient faire un genre de film, ben, pour chacun des albums. C'était des adaptations assez quelconques, mais ça aurait été intéressant d'en parler. Euh, Puisque je n'ai pas les titres exacts en tête. Je sais qu'il y a eu Astérix sur la Lune et quelques autres, mais bon, c'est pas mal, mais c'est pas génial. C'est pas mal du 2 sur 5, la technique qui est vraiment mauvaise. Mais éventuellement, c'est le studio Bellevision qui faisait ces films-là, et c'est ces films-là, c'est cette série de télévision-là, et qui a aussi fait les deux premiers films d'Astérix et le premier film de Lucky Luke, va faire va continuer cette adaptation de Tintin pour le cinéma. Donc, en 1964, il y a eu l'affaire Tournesol de Rick Goossens, qui est adapté de l'album du même nom, qui est un peu dans la lignée de la série de télévision, mais qui a quand même eu un petit peu plus de budget, donc l'animation est un peu moins mauvaise. Mais ça reste quand même pas une adaptation exceptionnelle. Je donnerais un 2 sur 5. Ensuite, en 1969, il y a eu Tintin et le Temple du Soleil de Raymond Leblanc. Cette fois-ci, le film a réellement eu un budget digne de ce nom, et ils ont pu se permettre de faire quelque chose de vraiment mieux. Mais ça veut pas dire que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pour moi, c'est un film fort sympathique, mais c'est pas plus qu'un divertissement, donc je donnerais un 3 sur 5. Ensuite, il y a eu en 1972 Tintin et le lac aux requins, toujours par Raymond Leblanc, qui cette fois-ci est une histoire originale, apparemment écrite par Greg. C'est une histoire, ma foi, assez réussie, avec une technique pas mal du tout. Donc, encore un autre bon divertissement que je donnerais un 3 sur 5. Dans les années 90, il y a eu une autre série de télévision, c'est une coproduction entre la France et le Canada, si je ne m'abuse, à moins que ce soit entre la Belgique et le Canada, il me semble que c'était la France. En tout cas, Les Aventures de Tintin, qui cette fois-ci est une adaptation très, très, très fidèle à la bande dessinée. Bon, il y a certains puristes qui vont dire ah, il y a tel détail et tel détail. Bon, mais de façon générale, ça reste très fidèle. Ok, ils ont un peu moins insisté sur l'utilisation de l'alcool par le capitaine, mais ça reste une adaptation fort fidèle. Et c'est une très bonne série auquel je donnerais un 3 ou un 4. Un 3. Un 3 sur 5. C'est tout à fait honorable. C'est peut-être la meilleure adaptation. Finalement, en 2011, il y a eu Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne, de Steven Spielberg. C'est un film d'animation 3D adapté d'un album célèbre de Tintin. Mais c'est une adaptation assez peu fidèle. L'histoire est très différente avec... on insiste beaucoup plus sur l'action. On ajoute beaucoup de choses qu'il n'y a pas du tout dans l'album, alors qu'on aurait pu tout simplement faire une adaptation de l'album et de sa suite. Parce que c'est la première partie d'un diptyque. Mais on a décidé de faire autre chose aussi, visuellement. Au lieu d'être dans un dessin animé aurait permis, bien évidemment, de rester totalement fidèle au style graphique de la bande dessinée. Cette fois-ci, on a 3D dans un style hyper réaliste qui cadre pas du tout avec ce qu'est la série, mais faut avouer au moins que c'est une 3D plutôt réussie à comparaison avec les films de Robert Zemeckis qui utilisent le même style visuel. Mais c'est pas vraiment... C'est pas Tintin pour moi. Donc, je donnerai aux aventures de Tintin le secret de la licorne
une note de 2 sur 5. C'est supposé être le premier d'une trilogie, mais on n'a jamais entendu parler de, 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 d'une arrivée quelconque prochaine d'un deuxième film, donc je pense que c'est probablement abandonné. Mais il y a aussi de nombreux autres films qui ont été présentés à Ciné-Cadeau en dehors des films basés sur les séries de bande dessinée classiques que sont Astérix, Lucky Luke et Tintin. Il y a tout plein d'autres films qui se signalent. Et donc je vais parler brièvement de quelques-uns de ces films qui se sont signalés pour moi, parmi ceux que j'ai vus du temps où je regardais Ciné-Cadeau dans les années 80-90 étant enfant. Donc il y a eu Aladdin et la lampe merveilleuse, qui est une adaptation d'Aladdin, une histoire que tout le monde connaît, mais c'est une adaptation, c'est un film animé japonais, c'est une adaptation très, très, très différente de l'Aladdin de Disney que tout le monde connaît. C'est plus dans l'esprit de l'histoire du conte original, je dirais. Évidemment, il y a des libertés par rapport au conte, et il existe d'innombrables versions du conte, donc... mais c'est beaucoup plus proche. C'est un film, ma foi, tout à fait honnête. L'animation n'est pas extraordinaire, mais elle fait très bien le travail, elle est très correcte. Pour moi, Aladdin et la lampe merveilleuse se mériterait un 4 ou un 3. Bon, faut pas exagérer, je dirais un 3. Mais c'est très bien. Il y a aussi Le Lac des Cygnes. Pour ceux qui ont vu le film américain Le Lac des Cygnes, je parle pas du tout de ce film-là. C'est un film japonais produit par la Toei. Bon, Toei oblige, l'animation est d'assez médiocre qualité, mais ça reste tout de même assez recherché visuellement, avec des plans très réussis, et qui utilise la musique du Lac des Cygnes, la musique originale, ben, une interprétation de la musique originale. Ça fait un style, une esthétique très, très, très réussi, qui m'a marqué profondément quand j'étais petit. Je donnerais peut-être un 4 sur 5 au Lac des Cygnes, même si, évidemment, je suis influencé. Il y a aussi eu Les Maîtres du Temps, étrangement, un film de René Laloux, un grand chef-d'œuvre d'animation. Un film qu'il a fait en collaboration avec... que René Laloux a fait en collaboration avec Moebius, adapté d'un roman de Stefan Will, et qui a été animé en Hongrie. Bon, l'animation n'est pas extraordinaire, ils n'ont pas eu de budget, comme on n'est pas très surpris, mais c'est visuellement très, très, très recherché. L'ambiance est extraordinaire, l'histoire est passionnante, si on veut, mais l'ambiance est extraordinaire, ça, il n'y a pas de doute. C'est vraiment un très grand film que je recommande chaudement. Je donnerais un 5 sur 5 au Maître du Temps. Un autre film que j'ai trouvé, ce que je trouvais sympathique quand j'étais petit, c'était Rocco Rico, un film de Don Bluth. C'est certainement pas le meilleur film de Don Bluth, mais c'est un film éminemment sympathique que je vous en recommande fortement de regarder pour passer un moment sympathique. Je donnerais un 3 sur 5. Un autre classique inoubliable, c'est Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Un grand film d'animation qui a visuellement splendide, un mouvement magnifique, une esthétique très recherchée, une ambiance extraordinaire et beaucoup de profondeur, un texte magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre auquel je donnerais une note aussi de 5 sur 5. Il y a aussi 2 films qui font partie de la même série, même si étrangement le personnage a changé de nom entre les 2 films. Peter le chat sans queue et Polo en Amérique. 2 films qui viennent de l'Europe de l'Est, il me semble, qui sont des films assez sympathiques. Quand j'étais petit, Polo en Amérique m'avait beaucoup marqué par ses images de l'Amérique, du désert. Même si en l'ayant revu plus grand, c'est peut-être pas aussi excellent que ce que j'en avais pensé. Mais ce sont quand même 2 films fort sympathiques auxquels je donnerais une note de 3 sur 5.
Sinon, un autre exercice que j'avais trouvé fort sympathique que j'ai fait il y a quelques années et que je recommande chaudement de faire vous-même, pas nécessairement avec les mêmes films, ce serait de faire son propre ciné-cadeau. Ce que j'entends par là, c'est de regarder des films d'animation pour enfants ou pour la famille d'envergure internationale, c'est-à-dire pas juste des films de Disney, mais des films qui viennent d'un peu partout dans le monde. Moi, ce que j'avais vu de mémoire, un film qui s'appelle Wanpaku Oji no Oroshi Taiji Lit, euh, qui est un film japonais qui signifie, dont j'ai très mal prononcé le nom, j'en suis persuadé, qui signifierait en français, en gros, Le prince espiègle et l'extermination du serpent géant, connu en anglais aussi en tant que The Little Prince and the Eight-Headed Dragon, qui est un très grand film d'animation japonais, produit par la Toei à l'époque où ils avaient l'intention de produire des longs métrages de grande qualité, de devenir un genre de Disney de l'Asie. Donc, ils nous ont pondu ce film-là qui a marqué l'époque et qui était l'inspiration pour... est-ce que c'est pour Takahata ou Miyazaki? Un des deux qui a été inspiré à faire de l'animation après avoir vu ce film. Je crois que c'était Miyazaki, mais je suis plus sûr. Un autre film dont j'ai entendu parler par un certain Saturnum il y a quelques temps de cela, c'est Feerlofia, un film d'animation très étrange. Ça s'écrit Feherlofia. Et je vous recommande fortement de regarder ça. Et je l'avais vu sur YouTube, il doit sûrement être encore disponible. Sinon, essayez de le trouver autrement. Euh, c'est c'est complètement pété visuellement. C'est complètement fou. Mais c'est vraiment un conte de fées. Juste qu'il y a un style complètement éclaté, assez psychédélique. C'est vraiment un très 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 bon film. Le Roi et l'Oiseau, que j'ai déjà mentionné. Aussi, les aventures du prince Ahmed, Die Abenteuer des Prinzen Ahmed, dont j'ai très probablement mal prononcé le nom. Un film allemand réalisé par Lotte Renninger, sorti en 1926. C'est un film en papier découpé. C'est le plus ancien long métrage d'animation conservé. Il existerait un ou deux longs métrages d'animation antérieurs, mais on n'a plus aucune copie pellicule de ces films-là. On a juste des traces écrites qui ont existé. Ce qui m'amène à A Chinese Ghost Story de Animation, sorti en 1997 sous la houlette de Tsui Hark. C'est un genre de remake du grand film en prise de vue réelle Chinese Ghost Story. Mais c'est assez loin du film original. Mais ça n'empêche pas d'être très bon. Ça m'a fait penser un peu d'ailleurs au voyage de Chihiro de Miyazaki. Voyons, c'est quoi déjà le titre anglais de ce film-là? Spirited Away. Je suis tellement habitué au titre français ou au titre japonais. Donc, Chinese Ghost Story, c'est vraiment un très bon film d'animation. Un film d'animation de Hong Kong. J'ai pas vu beaucoup de films d'animation provenant de Hong Kong. Donc, c'était intéressant, rafraîchissant. Il y a aussi le très extraordinaire The Thief and the Cobbler, Recoupled Cut. The Thief and the Cobbler, c'est un très grand film qui a malheureusement qui n'a malheureusement jamais pu être complété par son réalisateur, Richard Williams, qui a travaillé pendant pendant, je pense, 25-30 ans à peu près, sur le film. Mais dans les années 90, en fait, au milieu des années 80, il y a après qu'il ait animé, qui a été
en charge de l'animation du film Who's Framed Roger Rabbit. Ça l'a mis son nom sur les lèvres dans Hollywood, ce qui a poussé les gens à s'intéresser à son projet de film, The Thief and the Cobbler, et donc éventuellement le film à être financé par les studios. Malheureusement, les circonstances vont faire que le film va être saisi avant d'être complété, et il va être complété malhabilement par d'autres gens sous d'autres noms. Mais il y a un fan qui a décidé de faire un remontage pour être resté le plus fidèle possible de la vision du réalisateur original dans cette version-là de Thief and the Cobbler, Recobbled Cut, que vous pouvez trouver en ligne gratuitement. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir la version distribuée par Disney. C'est quoi déjà le titre? C'est un mauvais jeu de mots, un Arabian Knight ou ouais, quelque chose comme ça. C'est très mauvais. On peut réussir à reconnaître un peu le génie de Richard Williams, mais à peine, surtout que l'édition DVD est en full screen, mais bon, ça rend pas vraiment fidèle au grand film formidable. Donc, c'était mon spécial ciné-cadeau pour le temps des fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Au revoir et à bientôt. Donc, après la mort de René Goscinny, la carrière cinématographique d'Astérix va finalement se poursuivre chez Gaumont en 1985 avec Astérix et la surprise de César, réalisé par Gaëtan et Paul Brizy. Bon, j'ai oublié de dire, pour les 12 travaux, je donne une note... pour les 12 travaux, je donnerais donc une note de 4 sur 5, c'est vraiment excellent. Donc, c'est un film sympathique, mais ça n'a vraiment rien de transcendant. Je donnerais probablement un 2 sur 5. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Au revoir et à bientôt.